Nous nous observons, continua le cultivateur. Voilà comment est fait notre peuple, disons-nous. Pas vrai? N'est-ce pas ce que nous disons? Il rit malgré lui. Les autres approuvèrent et attendirent la suite. Ainsi, je pense à un homme, rien qu'un petit cultivateur, Kara. Et je me dis quelquefois, nous sommes un triste peuple. Si nous n'étions pas ce peuple triste, est-ce que nous dirions « Voilà comment est notre peuple » en montrant un seul homme, Kara? Le dirions-nous? Et les autres, qui ne sont pas comme Kara, nous les comptons tous pour rien? Le grand Koulougli prononça avec force. Il n'y a pas d'endroit au monde, je crois, où cette engéance soit plus mal vue que chez nous. Sans doute sont-ils en grand nombre. Tout le monde fut soulagé. Le grand Koulougli ajouta « Puisqu'ils sont tous mal vus, et même plus qu'ailleurs, puisqu'on leur rend la vie impossible, alors pourquoi disons-nous « Nous sommes un triste peuple » C'était certainement dans l'intérêt de tous que le cultivateur avait dit ces paroles. Elles éveillèrent dans leur cœur une grande colère. Ils se regardaient et ils étaient irrités. Ensuite, le cultivateur parla de lui-même. Il dit qu'il était né à Tlemcen, où était né aussi son père, son grand-père, son arrière-grand-père. On pouvait ainsi remonter très loin dans le passé de sa famille, aussi loin que dans le passé de Tlemcen. Toute cette lignée de grands Koulougli avait cultivé la généreuse terre des plaines. Autrefois, ces biens au soleil se comptaient en fidènes. Et il en était arrivé, lui, le dernier grand Koulougli, à cette parcelle de montagne. Juste une parcelle, dans le haut Bniboublen exactement, entre la montagne Attar et la route de Sebdou. Il était propriétaire d'un terrain de rien du tout, pour ainsi dire, et il était père de 3 grands garçons. Lorsqu'il parcourait sa terre, il se sentait pourtant très fier. Et il se croyait, disait-il, tant il se sentait fier, il se croyait un roi. Et ses garçons, il les appelait tantôt des bouquets, tantôt des lions. Seulement, il ne lui semblait pas que tout fût là. Il ne lui semblait pas qu'il suffise de se croire un roi quand on parcourt sa terre et d'avoir 3 garçons qui sont comme 3 bouquets ou 3 lions. Il se sentait avec quelque chose de triste dans l'âme. Non pas de triste, mais de nouveau. Il se sentait mécontent et déçu. Il se sentait, c'était bien ça, différent des cultivateurs des Bniboublen-le-Haut. Et il donnerait cher pour se sentir davantage en paix avec son âme. Il me semble, dit-il, que je ne serai jamais en paix avec mon âme. Il n'avait pas fini de parler, et il se taisait. Puis il dit « Ça a grandi depuis que j'ai vu la conduite de Kara. Il me semble que je suis de moins en moins en paix avec mon âme depuis ce jour-là. » « Si fait, monsieur, dit Bas-de-Douche. » Le grand Goulougli l'examina de la tête aux pieds, des mains jusqu'au bout de ses énormes sourcils. « Je crois que vous avez raison, acquiesça de nouveau le vieux fellah. Le grand Koulougli dit alors qu'il voudrait qu'une âme neuve commandât aux hommes d'accomplir des travaux qui étonnent, des travaux neufs aussi, non de ceux dont on parle trop d'habitude, des travaux neufs et importants.
Il demandait à ce jour pour lui et pour les autres une âme fraîche et des fins supérieures. Si le monde était triste, c'était justement parce qu'il lui manquait une âme fraîche et de grands travaux. Le monde ne demandait qu'à accomplir de grands travaux. Ce n'était donc pas étonnant que lui, le grand Koulougli, se retrouvât seul avec sa tristesse. Il ne faisait aucun de ces travaux qui changent le monde, de grands travaux et une âme fraîche. C'est ce qu'il souhaitait, dit-il, pour conclure. Le monde subit trop de choses injustes, reprit tout aussitôt l'homme de Bni Boublin-le-Haut. Comme il est outragé. Ah, grand Dieu, frère, j'en souffre. En somme, tu reproches aux hommes de ne pas savoir vivre. Telle fut la constatation de Slimane Meskin. Tu l'as dit, répondit le grand Koulougli. Mais avant que tes frères sachent vivre, il faut d'abord qu'ils puissent vivre. Qu'en penses-tu? Il dit vrai, encore une fois. Mais est-ce que nous vivons, nous et les autres? Tous ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Qui sont la majorité? Est-ce que nous sommes libres de vivre? Nous ne le sommes pas. Alors, nous ne sommes pas libres de vivre comme nous le voulons. Mais permets-moi, je vivrai 100 ans que je ne parlerai pas d'autre chose. C'est bien que tu en parles. Parle autant que tu le pourras. Mais je suis sûr qu'on ne peut reprocher à l'homme de vivre comme nous vivons, s'il n'est pas libre. Pour ce qui est de moi, reprit le grand Koulougli, je suis indépendant de ma personne, je suis libre quand je veux. Tu te crois peut-être libre de ta personne, mais ton peuple ne l'est pas. Alors tu n'es pas libre, toi non plus. Car hors de ton peuple tu n'existes pas. Est-ce que ce bras peut vivre hors de son corps? Et pourtant, à le voir agir, on penserait qu'il est indépendant. Ou cette main hors de mon bras. Or, à voir mes doigts qui attrapent tout ce qu'ils veulent, on croirait qu'ils sont indépendants. Tu es comme ça avec tes frères de sang. En tout cas, je serais content, dit le grand Koulougli, je serais considérablement content. Moi, je voudrais que tous les hommes soient comme des bouquets. En attendant, nous outrageons la vie. Aïssani Aïssa dit: si nous nous sommes tous rassemblés aujourd'hui, c'est justement pour que le monde cesse d'être outragé. C'était la première réunion. Hamid Serraj comprenait qu'il fallait écouter parler ces hommes. Ce temps n'était nullement perdu. La conversation n'avait pas beaucoup de rapport avec la séance. Au contraire, il y apprenait beaucoup, il constatait, comme à présent, les fellahs parlaient à cœur ouvert. Sans aucune gêne ni timidité, ils exprimaient leur vraie façon de voir les choses. C'était là l'essentiel. Mais alors, quand on se demandait si les deux hommes allaient poursuivre encore longtemps cette discussion, Ben Salem Adda éleva la voix. Pourquoi ne parlez-vous pas de colons? Tout ce que vous dites est avisé et sage, mais à quoi sert-il? Vous ne prononcez pas un mot de ceux qui sont là pour notre malheur. C'est d'eux que vient tout notre mal. Si vous nous parlez du mal et que vous ne dites rien des responsables, vous ne faites qu'user votre salive. Nous sommes tristes, je me le dis aussi dans ma tête. C'est que nous nous intéressons trop à notre mal et pas assez à son origine. Alors que c'est justement les responsables qu'il faudrait parler. J'en demande pardon à l'assistance, à vous tous, hommes. Si je me suis exprimé ainsi, comme ça, c'est, je crois, comme ça qu'il fallait dire les choses. Il avait craché ses paroles d'un ton intempestif. Ben Salem Adda, dans sa figure osseuse, effleura toute la misère de l'Algérien dépossédé.
Cependant, nul homme n'ouvrit la bouche. Ben Salam Adda, un fellah au sang un peu vif. Il ne fallait pas lui en tenir rigueur. Il n'en voulait à personne. Mais voilà la question posée. C'était curieux. On eût dit que personne ne s'y attendait. Tout le monde avait surpris, les hommes. Ils n'étaient pas irrités, comme tantôt. Non, ils étaient devenus soudain plus sombres et pensifs aussi. Hamid Sarraj reprit confiance. Le problème venait d'être posé sur son véritable terrain. Le premier, Sarraj, voulut répondre à Ben Salem Adda. Mais déjà, Sidi Ali avait pris la parole. Nulle part au monde, à coup sûr, hommes n'ont été entourés d'une aussi grande sympathie que les Français chez nous. Et comment ont-ils répondu à cette amitié, qui était vraie et sincère, je l'affirme, sur le sol qui nous unit? Comment? Par l'indifférence simplement, le plus souvent avec le mépris. Ils n'ont pas voulu voir en nous des égaux. Et nous avons été traités avec mépris. Nous mettons, nous, du prix à notre amitié et l'amitié que nous accordons. Dans ce cas, nous n'avons pas marchandé. Nous nous sommes livrés sans réserve. Et à qui, dites-moi un peu? À des gens qui se sont montrés peu dignes, qui foulent l'amitié aux pieds. Ils ont fait les dieux, mais ils auraient voulu que nous les adorions. Bénis soient tes aïeux, Ben Salem. Tu m'as donné l'occasion de dire ce que j'avais sur le cœur. Sidi Ali n'était qu'un fellah, mais c'était bien là les mots qu'il avait employés. Il avait dit des gens qui foulent l'amitié aux pieds. Il était bien considéré dans la région. Avec d'autres fellahs du pays, il réglait les affaires des uns et des autres, de celui qui décidait de répudier sa femme, comme de ceux qui avaient un différend à régler. C'était la plupart des fois d'honneur qu'il s'agissait. Ses opinions étaient mûrement réfléchies. Celles qui donnaient étaient généralement adoptées. Les habitants remerciaient le ciel qui leur avait accordé de tels guides. Sidi Ali demanda encore la parole. C'était pourtant à nous de décider si nous devions accepter leur amitié. Mais ils ont renversé les rôles parce que nous leur avons accordé la nôtre sans réfléchir. Mais la dette, la vraie dette, reste de leur côté. Et comment agissent-ils? Dans le meilleur des cas, ils nous accordent en considération. Peut-on parler alors d'amitié? Ils nous font plutôt l'aumône, ce qui est plus difficile à accepter encore que le mépris. Alors, direz-vous, il n'y a pas d'honnêtes gens, d'hommes sincères parmi eux? Oh oui, à coup sûr, il y en a, mais l'indifférence les tue. Les musulmans, pensent-ils, c'est une autre race. Ce ne sont pas des hommes. Résultat, ils laissent les mains libres aux autres les plus avides et les moins scrupuleux que la terre ait portés. En cela, ils sont complices et partagent tous, autant qu'ils sont, de grandes responsabilités. Maintenant, quoi de plus naturel que de se défendre contre tous? Ceux-là même qui opèrent en bandits de grands chemins et qui ne sont pas bêtes ont trouvé le moyen de faire endosser à la France la charge de leur agissement. Mais ils y ont réussi grâce à l'indifférence de tous. N'est-ce pas au nom de la France que se commettent les pires vilainies provoquées sur notre sol? N'est-ce pas au nom de la France qu'on exproprie et qu'on vole? Au nom de la France qu'on emprisonne? Au nom de la France qu'on affame? Au nom de la France qu'on assassine? Le nom de la France a accompagné trop de vilaines besognes. Vous ne nous enlèverez jamais plus de la tête que ces crimes sont imputables à la France en fin de compte.
Que nous importe à nous que ce pays soit grand et glorieux? Accepte-t-il tout cela ou ne l'accepte-t-il pas? Que ceux d'entre eux qui ne l'acceptent pas élèvent la voix, qu'on les entende un peu. Les dernières paroles furent lancées à la cantonade d'une voix dure. Puis le fellah reprit posément. La tyrannie n'a jamais eu raison des peuples. Par-delà les frontières, l'union des peuples la fera voler en morceaux sur tout le globe, ajouta Hamid Sarraj à ce moment-là. Il y a longtemps que notre peuple n'attend plus rien de la France. Ce qu'il veut désormais, il l'exige de lui-même, de son propre fond. Certes, l'interrompit Hamid, mais je crois que tu oublies une chose. Il y en a beaucoup chez eux aussi qui sont comme nous, dans leur propre pays. Et que disent-ils, ceux-là, croyez-vous? Ils sont contre les autorités. Qu'est-ce que tu nous dis là? S'étonna Sidali. Je ne peux pas te croire, ya Hamid. C'est simple. Quantité de gens chez eux travaillent pour presque rien. Ils ont faim. Ils sont poursuivis, arrêtés, en France. Ce sont les indigènes de chez eux alors. Dis tout haut Ali Berabar. Si tu veux, répondit Hamid Sarraj, ils sont presque comme nous. Moi, j'ai travaillé là-bas et j'ai vu. Il y a des malheureux. Il y en a, crois-moi. Tu nous laisses étonnés, ya Hamid. Ne put que répéter Sida Ali. Les fellahs plantèrent leurs regards dans les yeux de Sarraj et attendirent. C'est comme ça, dit-il. Il leva l'index en l'air et dit et jura. Par cette nourriture, il montra les champs de blé qui s'étayaient sur les collines, puis il reprit. Par cette nourriture qui est près de nous, je le jure. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.